Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez, quand vous regarderez donc cette émission sur la chaîne UAP Afrique. Nous sommes ici dans les locaux que vous connaissez désormais bien, je crois, du SSAU, l'association donc de sauvegarde et de conservation des études ufologiques et des archives ufologiques, pardon. Donc c'est une association qui est presque, moi je dirais, d'intérêt public en tout cas, d'utilité publique, qui est une association extrêmement importante dans la francophonie pour tout ce qui touche au patrimoine ufologique. Cette association fait un travail extraordinaire et nous permet également d'enregistrer des émissions pour UAP Afrique de temps en temps dans leurs locaux et nous les remercions chaleureusement. Je précise que c'est une association qui est neutre, apolitique et dont le souci est vraiment la sauvegarde effectivement de tout ce qui peut toucher à l'ufologie. Et c'est une association qui est importante pour la francophonie puisque j'ai pu y trouver pas mal d'archives en lien avec l'Afrique, avec le continent africain. De l'Afrique, il en est question encore aujourd'hui avec, je vais l'appeler Mister Ezin. Bon, voilà. Bonjour Yann. Bonsoir Mister Ezin, ou bonjour, comment vous allez? Très bien et vous? Bon, ça vous intrigue un peu tout cet endroit Alors il faut dire que je suis très impressionné. Et c'est vrai que de par ma profession, je sais ce que c'est que les fonds, parce que j'ai eu à inventorier les fonds du musicologue Jean-Claude Rissé. Donc je sais à peu près l'effort que cela demande de faire ce genre de travail qui consiste à répertorier les archives. Donc bravo pour ce travail que fait cette association qui est très impressionnant. C'est un gros travail effectivement et d'ailleurs on invite les ressortissants de nos diasporas africaines qui s'intéressent à ce sujet à venir au SSAU. Hein. Le SSAU est ouvert au public, hein. Vous écrivez, le SSAU vous répondra et vous venez, hein. Il n'y a pas de problème. Donc vous êtes docteur en musicologie à l'université d'Aix-en-Provence. Exactement. Ah ouf, j'avais peur de dire une bêtise. Oui, je suis docteur en musique et musicologie, donc de l'université d'Aix-Marseille Université. Donc c'est Aix-Marseille Université, mais la ville c'est Aix-en-Provence. D'accord. Depuis combien de temps vous vivez à Aix-en-Provence? Depuis 2016, donc ça fait bientôt 7 ans. 7 ans? Ouais. Il paraît que c'est l'âge de la raison. Oui, puis 33 ans l'âge du Christ ou de Amy Winehouse. Exactement. Donc, bon. Mais du coup, vous avez quand même vécu à Paris un peu avant, et puis sinon, vous avez vécu au Bénin. Exactement. Vous êtes né au Bénin? J'ai fait 4 ans à Paris, je suis né au Bénin. Donc, je suis venu en France en 2013. Oui, donc c'est quand même, ça va faire un peu plus de 10 ans maintenant. Exactement, oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir en France? L'aventure, les études. L'aventure, donc le besoin de connaissance, la soif de connaissance, la soif d'approfondissement et du savoir. Donc en soi, c'est ce qui m'a amené en France. Et au Bénin, vous étiez... moi, je connais Cotonou, Porto Novo, mais vous étiez ni l'un ni l'autre. C'est vrai que le Bénin, il y a Cotonou, qui est la capitale économique. Oui. Parce que le Bénin fait partie des pays exceptionnels, parce que nous avons 2 capitales. Donc il y a Cotonou. Oui. Il y a Cotonou qui est la capitale économique et il y a Porto Novo qui est la capitale historique. Et moi, je ne suis ni... Bon, Cotonou, on dira personne n'est de Cotonou, c'est comme ceux qui disent je suis parisien. Écoute, tu es parti de... Mais il y a des gens, des vrais Parisiens. Mais si. Bon, merci, alors, désolé. Voilà. Comment on appelle les habitants de Cotonou? Les Cotonnois. Ah. Les Cotonnois. Et les Porto-Noviens ou... Porto-Noviens ou les Porto-Noviens. D'accord. Et les Cotonnoises, bien évidemment. Donc, Cotonnoises. Donc, moi, je ne suis ni de Cotonou ni de Porto-Novo. Je suis plutôt de Dassa, au fin fond du pays. Donc, c'est plutôt le centre. Dassa Zoumé, c'est le centre. Donc, vers le Zoukoline. Et donc, le centre du Bénin. Du Bénin. D'accord. On montrera c'est le Zoukoline en fait, donc oui, c'est le centre. On va vous montrer une petite carte du Bénin
je pense que je vais essayer de m'arranger pour qu'elle s'affiche en bas ou dans un descriptif. D'accord. Parce que c'est un pays qui a une morphologie un peu particulière, le Bénin, non? Tout à fait, c'est un pays de 12 millions d'habitants. On n'est pas peu, mais on n'est pas nombreux non plus. Donc, il y a évidemment les collines, puisque moi je suis des collines, donc c'est un pays assez montagneux. Donc, le nord est très, très, très montagneux. Montagneux, vraiment des vraies Oui, montagnes, des des vraies collines? montagnes. Non, Des vraies moi montagnes. je suis des collines, donc là c'est vraiment les collines. D'accord. Et ensuite il y a les montagnes à côté nord et tout. Donc quand on commence à monter à Natitengu, Parakou et Bukombe, là c'est plutôt les zones montagneuses. Et quel est le climat alors? Le climat, on a deux saisons ou trois, la saison pluvieuse et la saison sèche. Oui. Donc les deux D'accord. saisons, mais beaucoup de sécheresse pour la plupart. Donc je pense qu'on passe à peu près 8 mois de l'année, si je ne me trompe, D'accord. à fond saison sèche. Et quand la pluie elle arrive, c'est vraiment pluvieux. Et dans les collines, les montagnes, il fait frais des fois? Oui, très frais. Très frais. Et ouais, c'est Comme ici, là, en ce moment, exactement. aujourd'hui? Là, actuellement, nous sommes en octobre, donc évidemment, on tend vers ce qu'on appelle l'harmattan au Bénin. Oui. Et c'est plutôt le printemps ici. D'accord. Mais le temps est vraiment frais. Et du coup, on va tout le monde en manteau. Donc oui, c'est marrant. D'accord. Parce que quand tu fais l'Europe après, tu te dis, oula, ce qu'on appelle High level. c'est un autre niveau. Ou alors on va dire aux Béninois d'aller en Afrique du Sud en hiver. Là, ils vont vraiment voir là, ce que c'est l'hiver sud-africain. C'est particulier. Et comment c'est la vie à Dassa? Comment c'est? Parce que les gens, ils vont nous écouter. Le Bénin, finalement, bon, les gens connaissent un peu Cotonou, ils connaissent le vaudou, Patrice Talon, Angélique Kidjo, Mister Raisin, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur Dassa? Pour que les gens se figurent un peu. C'est comme toute autre ville, parce que c'est une des grandes agglomérations également du Bénin. Donc, moi, je dis que je suis de Dassa, mais en soi, je suis encore loin de Dassa, dans un village, dans une autre ville que moi, je n'ai pas vécu, je n'ai pas grandi à Dassa, j'ai plutôt grandi à Magoumi. Donc, c'est un village de l'arrondissement de Glazoué. Donc là, la vie, c'est comme toute autre vie dans l'enfance. On fait les casses en coups dans les rues. On vit comme tout enfant. Donc il y a le tout et le rien en fait. C'est-à-dire, moi j'ai souvent cette nostalgie de voir en fait les mamans, puisque mon papa était un vrai polygame, donc les mamans allaient au champ cueillir en fait des légumes et venir, et de suite pour le repas de midi on fait des légumes, la tomate qui a été cueillie juste à côté, au champ à côté, et on s'alimente avec ce qui nous entoure, et c'était le vrai bonheur quoi. Donc comme tout enfant, il y a les terrains de foot, on joue au foot, on vit. Une famille aimante. Complètement. Et là, vous êtes allé au Bénin fin 2023 dans le cadre d'une tournée. Est-ce que vous êtes repassé par Dassa? Est-ce que ça a changé? Est-ce que par rapport à quand vous étiez petit? Oui, il y a une grande mutation qui se fait, parce que la ruralité est en train de perdre de son authenticité au profit justement de toute la mondialité, et tout ce qui est mondialisation, et les influences. Aujourd'hui, il n'y avait pas, entre-temps, il n'y avait pas des goudrons. Aujourd'hui, il y a des goudrons, parce que justement, l'État met les moyens pour favoriser une circulation des biens et des personnes. Donc, il y a une modernité qui se fait. Donc, les villages subissent cette modernité-là. Ils en profitent aussi? C'est une vraie question. Est-ce qu'ils en profitent? Parce que en soi, pour l'instant, cela favorise, je dirais pas profite, mais favorise la commercialisation.
Parce que oui, quand on finit de cultiver le champ, le maïs, le coton, il faut bien les transporter. Il ne faut pas oublier qu'en 2023, en tout cas l'avènement de Talon, le Bénin est passé premier pays cotonnier de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, il y a cette envie de permettre la circulation des marchandises. Maintenant, oui, quand mon papa produisait son coton et que les routes étaient dégradées en pleine saison pluvieuse, c'est vrai que c'était pas agréable à voir, mais aujourd'hui, quand on finit de cultiver, on peut facilement les transporter parce que les routes le permettent. À ce niveau, on peut dire oui que les habitants en profitent. Maintenant, à quel moment ils subissent et à quel moment ils profitent, c'est une vraie question en fait. C'est toujours des Oui, questions. Mais c'est un pays qui se développe, en tout cas, le Bénin. Le Bénin connaît une vraie mutation. Il faut avouer que depuis l'avènement, bon, on a connu la révolution, donc avec le président Kérokou. Il y a eu le président Soglo qui est arrivé, qui a fait une vraie mutation avec Vida 96 à travers le festival du Vaudou. On en parlera certainement. Ensuite, on a connu Kérokou 2. Et le président Yahi Boni est venu, oui. il a favorisé une vraie expansion, justement. Il a permis il a commencé quelque chose à amorcer un développement que le président Talon est en train de pérenniser en ce moment. Donc, chaque président apporte sa patte. Et on peut dire oui que le Bénin actuellement est sur une pente ascendante. Mais c'est un pays qui connaît des alternances de pouvoir régulières en tout cas, parce qu'il y a eu beaucoup de présidents finalement. Tout à fait. On a un petit clin d'œil à notre cher monsieur Biya qui, oui, du haut de sa jeunesse, a renouvelé son mandat. Donc oui, le Bénin connaît. Oui, il y a une vraie alternance politique qui se fait et qui favorise d'ailleurs le développement. Ça, c'est quelque chose qui est apprécié aujourd'hui au Bénin et qui fait la fierté du Bénin. Il ne faut pas oublier que le Bénin fut, est-ce qu'il reste le quartier latin de l'Afrique? C'est une vraie question. Mais on reconnaît ce côté intellectuel ou intellect qui fait que le Bénin a une certaine particularité à l'extérieur. Et est-ce que d'un point de vue géopolitique, au niveau de l'Afrique, ou même général, est-ce que c'est un pays qui a une voix, qui porte, qui parle? Est-ce qu'il y a une armée béninoise importante, une marine béninoise? Je ne sais pas, enfin, quelque chose qui fait que ce pays est en capacité de peser tout à fait. En politique mondiale. Avant, je répondrai plutôt en amenant le terrain sur ce que je sais, le côté culturel, la diplomatie culturelle. Le Bénin fait partie, ou du moins jusqu'à l'avènement de Talon, le Bénin était la 4e destination touristique de l'Afrique de l'Ouest. Mais avec l'avènement de Talon, je n'ai pas suivi les dernières statistiques pour voir l'évolution, mais il faut dire que quand Talon est arrivé, il a fait le forcing, il a récupéré les trésors royaux exportés pendant la colonisation. Donc, cela a favorisé une nouvelle expansion en fait. On a le festival Vaudou désormais, donc qui existait, mais qui a connu des mutations et qui a connu une vraie progression et qui est devenu le Vaudou Days et qui traîne chaque 9, 10 et 11 janvier du monde. Le passeport béninois aujourd'hui est très respecté. On a Lori Will, c'est Lori Will, je crois, l'américaine béninoise. Elle a des influences ou une parentalité béninoise. Ah, Lauryn Hill, la chanteuse. Hill, exactement. Là, dernièrement, elle est venue récupérer son passeport béninois. Donc, on a des personnes des figures emblématiques qui commencent à s'intéresser au Bénin, parce que quand une figure comme cette américaine vient récupérer le passeport béninois, vous imaginez ce que c'est. Donc, en termes de commerce, le Bénin, on a le premier port, c'est le port autonome de Cotonou, de l'Afrique de l'Ouest. Oui, on a connu des problèmes avec les pays de l'AES.
donc le président L'AES. L'AES, le Mali, le Ok. Niger, donc le regroupement politique D'accord. qui s'émancipe aujourd'hui de la France, et le Bénin étant un bon élève de la En France. bon élève, on dit, bon, ça c'est les panafricains radicaux qui disent ça, peut-être c'est simplement un allié. Exactement, un allié. Voilà, Un allié. Ils sont malins, les gens. Tout à fait. Donc, le Bénin, on parlera d'allié, effectivement. Donc, le Bénin étant un allié stratégique pour la France. Et maintenant, les relations avec la France, on a connu ces problèmes-là avec les pays de la S qui ont fait que le port autonome a régressé. Parce que désormais, il y a beaucoup de pays qui immigrent par le Togo pour exporter leurs produits. Mais sur le plan culturel, le Bénin reste quand même aujourd'hui, je ne dirais pas que dans l'Afrique de l'Ouest, mais en Afrique en général, un pays qui commence à se faire respecter sur le plan commercial également et diplomatiquement. On a une diplomatie qui est très offensive. C'est plutôt un pays quoi, riche, pauvre. La question de la richesse et de la pauvreté, elle est relative. Je me suis mal exprimé. Est-ce que par exemple il y a des famines là-bas? Est-ce que des gens meurent de faim? Est-ce qu'il y a suffisamment d'accès à l'eau courante ou à l'électricité? Voilà, c'est des choses comme ça plutôt que je voudrais dire. Tout à fait. Ce sont des problèmes que connaissent les pays de l'Afrique, c'est-à-dire la coupure de l'électricité. Moi, j'ai subi ça quand j'étais au Bénin dernièrement pour mes tournées. Oui. Et en plein concert, il n'y a pas d'électricité, donc il faut rapidement brancher le groupe et tout. Oui, si ces problèmes-là, quand j'étais petit, je me rappelle qu'on portait les bidons sur la tête pour aller puiser l'eau à 5 km ou à 10 km. Et en soi, est-ce qu'on s'en plaignait? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas qu'il y avait mieux. Donc, en fait, on apprécie ce qu'on a en fonction de ce qui est. Il a fallu que je vienne à l'extérieur pour ouvrir le robinet. Et là, l'eau coule. Et je me dis, oula, d'accord. Et ça me replonge en fait dans mon enfance. Et je vois le besoin, le manque. Et là, je vois en fait aujourd'hui ceux qui sont encore dans ce village-là et ce qui leur manque. Mais c'est moi qui l'observe sous ce prisme-là. Mais eux, c'est ce qu'ils ont, c'est leur bonheur. Mais est-ce que ça s'est amélioré un petit peu ou oui, pas vraiment? il y a eu de l'amélioration, il y a de la progression, il y a des choses qui se font. Il y a beaucoup désormais, moi je dis, il y a 15 ans en arrière, j'allais à 10 km pour aller puiser l'eau, mais aujourd'hui c'est à peine à 2 km. Donc, il y a des choses qui se font de la proximité. Voilà. On commence, voilà. Donc, 500 mètres. Bientôt chez soi. Donc, on commence on commence à favoriser un certain nombre de choses pour la proximité. Croire. Voilà, espoir. Voilà. Ah, on a le sens du marketing, ça c'est bien. Non, parce que vous êtes donc effectivement docteur en musique, vous êtes professeur enseignant donc à l'université d'Aix-en-Provence, et notamment vous enseignez l'hybridation des musiques européennes et africaines. Comment ça se passe de travailler comme ça? Est-ce que vous jouez un instrument? Comment ça se passe dans le rapport avec les élèves? Et d'ailleurs, quelle est la moyenne d'âge des élèves? Alors, moi, je suis des étudiants. Des étudiants, justement. Des élèves aussi, parce que je suis entre les deux profils. Je suis avec les élèves du mardi au vendredi et à l'université le lundi et le mercredi après-midi. Donc, à l'université, j'enseigne juste une hybridation des musiques, donc une hybridation entre mutation musique africaine et compréhension musique européenne avec le prisme des étudiants qui ont déjà une culture européenne, donc qui ont fait le conservatoire peut-être depuis le bas âge, qui savent jouer au piano, au violon, à la guitare, et qui ont une connaissance théorique de l'histoire des musiques européennes. Avec ces étudiants-là, moi j'apporte un regard
de ma connaissance des musiques africaines. On en fait une hybridation pour animer des ateliers et autres. Vous jouez des instruments? Oui, justement, moi Vous écrivez des partitions? Tout à fait, moi je suis D'accord. percussionniste, donc tout ce qui est percu, D'accord, percussion. c'est ma spécialité. D'accord. Ici, j'ai pris des cours de piano depuis 4 ans, je prends des cours de D'accord. piano et de guitare, donc je D'accord. pratique également les deux pour justement avoir ce regard de l'intérieur et de l'extérieur. Et ça se passe bien? Très bien. Et donc vous êtes à la fois donc professeur et puis depuis 2022 vous avez fait connaître notamment pardon, avec cette reprise Caroline de MC Solar, vous avez repris, Ouais. qui avait été assez remarquée, puis vous avez continué, vous avez fait une tournée dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'était fin décembre, novembre 2023, hein, c'était ça. Novembre, décembre et janvier 2023. Donc vous avez été au Bénin, au Sénégal, je crois en Côte d'Ivoire, au Togo. Un autre pays que j'ai oublié? Non, c'est 4 pays-là. C'était 11 dates. 11 dates. Oui. C'était quand même, c'était costaud. Oui, costaud. Donc, oui, effectivement, je suis passé de la casquette de théoricien au praticien. Et c'est pas trop dur? Est-ce que vous avez l'impression de vous perdre? Parce qu'en France, on aime bien les étiquettes et tout. Est-ce que vous avez eu ce sentiment de vous perdre là-dedans? Est-ce que des gens vous ont fait des reproches par rapport à ça ou... Oui, ce n'est même pas qu'en France, même en Afrique. Je me rappelle que à l'époque, quand j'ai fini mon projet d'enregistrement au studio, j'ai ciblé un certain nombre d'amis à qui j'ai envoyé justement pour avoir leur réception et bien évidemment leur perception. Et de suite, il y en a qui ont apprécié parce que justement, ils ont cette distance-là de ce que, oui, tu ne peux pas être musicologue sans nous prouver en fait. Donc, eux, il y a la catégorie de personnes qui estiment que tu es en train de prouver ce que tu es. Et il y a cette catégorie de personnes qui disent non, un théoricien ne doit pas faire ça. On m'a dit clairement, non, un musicologue, tu n'as pas besoin de faire ça en fait. Tu es en train de, non, pourquoi tu deviens artiste? On ne comprend pas. On ne comprend pas en fait. Donc, il y a cette, on veut te mettre dans une case, c'est-à-dire costume, puisque voilà, tu es docteur. Donc, on attend du docteur qu'il soit en costume, cravate, et qu'il parle lors d'une conférence, d'un séminaire de ce qu'il sait faire, de ce qu'il a appris, et ça s'arrête là, quoi. Mais par rapport à l'université d'Aix-en-Provence, est-ce que ça pose un problème? Non, au contraire. Pas du tout. Ah non, la parole est assez libre. Ah oui, complètement. Il n'y a pas de restriction de la parole. Non, puisque justement, ce sont des personnes qui ont cette double casquette-là. Moi, mon directeur de thèse, Nicolas Darbon, je le vois avec, il est flûtiste. Donc, très bon flûtiste, il joue sur des scènes tout le temps. Donc, pareil pour d'autres professeurs. Donc, tu finis à l'université le week-end, tu vois le prof sur la scène en train d'interpréter l'Ode à la joie de Beethoven ou la flûte enchantée de Mozart. Donc, il y a les professeurs, justement, se confrontent à la scène. Et ça, je pense même qu'il manquait cette légitimité-là que j'ai apportée. Et ça a permis de pouvoir avoir une casquette complète. Mais merci en tout cas d'être sur UAP Afrique. On aime aussi la parole libre. Hein. Et vous aviez témoigné dans la question des ONU en Afrique centrale en 2023. Et vous aviez dit que, dans le fond, vous n'étiez pas vraiment, lors de votre enfance au Bénin et adolescence, vous n'étiez pas vraiment sensibilisé ou réceptif à la question OVNI. Et puis c'est en arrivant en France que là, vous vous êtes rendu compte que c'était une question qui était sérieuse pour pas mal de gens. Oui. Et que il y a eu un documentaire sur Arte, oui, et qui vous a même fait peur, oui. Et que ça vous a poussé à réfléchir sur ce sujet. Mm. Où est-ce que vous en êtes dans cette réflexion actuellement? Est-ce qu'elle a changé par rapport en plus à l'actualité, il y a tellement de choses qui se passent, les lanceurs d'alerte qui parlent, au Congrès et tout. Pour l'Africain que je suis, le Béninois notamment. Ouais, parce que l'Afrique c'est grand. Ouais, le Béninois, c'est-à-dire, et je précise Béninois. Le Béninois de Glazoué. De Glazoué, de Magoumi, du pays du Vaudou, ouais. Surtout. Et les ovnis, pour nous, honnêtement, quand je suis chez moi et qu'il y a une porte qui s'ouvre d'elle-même, je regarde, je me dis, qu'est-ce que c'est? Bah, de suite, je vais appeler le village pour savoir, écoutez, j'ai pas compris. Je vais chercher à comprendre.
C'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Et donc, j'espère qu'à ce moment-là où vous avez dit c'est arrivé, on va avoir un pic de 1 million de vues sur la chaîne. Hein, parce que, oui, elle est monétisée, nos amis. On a besoin d'argent pour payer le papier. Oui, c'est arrivé. Et je pense que j'ai pris conscience de ce que c'est que les ovnis, justement, après avoir suivi ce documentaire sur Arte. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils appellent ovnis? Est-ce que c'est nous, ce qu'on appelle la sorcellerie? Parce que chez moi, quand j'appelle de suite pour dire, bah écoutez, je n'ai pas compris, j'étais chez moi et j'ai entendu des claquements de porte, 3, 4 pattes, et je regarde et la porte continue de claquer. On me dit, attention, il faut faire tel rituel, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que il y a le mauvais œil de suite, par exemple. Et qui vous dit ça? C'est des sages, Alors, il faut comprendre... des chamans locaux, des sorciers locaux? Alors, il faut comprendre que ça m'amène peut-être à expliquer ce que c'est que le vaudou. Oui, mais bien sûr, parce que c'est important pour les gens. Tout à fait. Le vaudou, c'est... Alors, vaudou ou vaudon? J'entends les prononciations qui varient. Alors, il y a 3 écritures. D'accord. Vaudou, il y a le V-O-D-2-O. Oui. Donc, pour le béninois, on dit vaudou, c'est-à-dire vaudou. Donc, ça, c'est la première écriture. La deuxième écriture qui est plutôt anthropologique universitaire, c'est le V-O-D-O-U-N. D'accord. Anthropologique ça, universitaire. Et il y a l'écriture que moi j'adopte, qui est le V-O-D-U accent N. Pourquoi? Parce que c'est une écriture qui vient d'un anthropologue béninois, Olympe Belikenom, dont la maman est prêtresse, qui a vécu dans cet univers-là, qui a écrit un livre intitulé Les prêtres vaudous. La prêtresse vaudou. Bon, il a écrit d'ailleurs beaucoup de livres sur le vaudou. Et justement, ce sont les écritures que moi j'adopte dans mes écritures et dans mes appellations. Donc, qu'est-ce que le vaudou, du coup? Parce que c'est d'abord c'est là qu'il faut partir. Le vaudou, c'est ce qui est Dieu. Déjà, c'est Dieu. C'est-à-dire, par définition, pour le Dahoméen, je remonte en disant Dahoméen, parce que le Bénin, l'empire du Dahomey. C'est ça. Donc, pour le Dahoméen, le vaudou, c'est Dieu. Où est-ce qu'on adore Dieu? Dans les couvents. Et qu'est-ce qu'un couvent? Pour mieux visualiser pour l'Européen, je dirais que le couvent, c'est une maison, pour l'Européen, c'est une maison où vivent des religieuses et des religieux du même ordre. On dira peut-être que c'est une congrégation de prêtres et des adeptes hiérarchisés par un certain nombre d'initiations, par un processus d'initiation. Et la notion d'initiation à ce niveau-là, elle est capitale, importante, parce que justement, il n'y a pas de vaudouisant, il n'y a pas de vaudouisé sans l'initiation. Ça, c'est une étape importante. Donc, c'est l'initiation qui vient, c'est-à-dire qui démarre en fait le cheminement. Donc, cette initiation, elle est faite par des prêtres. Non pas prêtres catholiques, pas du tout, mais ceux qu'on appelle les médiateurs. Moi, je dirais plutôt des médiateurs. Ce sont des personnes qui communiquent entre l'invisible et le visible. On retrouve ça au Gabon, sauf que c'est pas le vaudou, mais enfin on retrouve ça au Congo, au Gabon. C'est le rapport aux ancêtres. Mais les ancêtres sont pas forcément humains dans certains cas. Ils sont exactement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Très ancré. Donc il y a un scientifique qui a dit que 75% des Béninois sont animistes. Pour dire, et ça, je confirme cette hypothèse. On part sur une hypothèse. Et les 25% restent. Les 25 autres pourcents restent des personnes qui, on dira qu'elles sont en perdition. Vous êtes gentil. Hein? Oui, je le dis ainsi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des personnes, quand je dis en perdition, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ne connaissent pas leur identité. D'accord. C'est-à-dire, puisque au Bénin, la religion catholique, elle a été
importés. Oui. Et toutes sortes de religions, parce que le Bénin, le Sud est très catholique et le Nord est très musulman. D'accord. Donc, et après, il y a l'hybridation catholique, musulman et animisme. Et pour symboliser l'animisme béninois, la plus grande basilique, qui est à Ouida, fait face au temple du Python. Le temple du Python qui symbolise le vaudou. Donc, en fait, on dira que le matin, on va à l'église, et le soir, on va au couvent, au temple. Donc, et ça, le Béninois ne peut pas se détacher de cela. En fait, c'est une culture, c'est une coutume, c'est une habitude, c'est un ensemble de tout. Tu vis, moi j'ai vécu dans ça, j'ai grandi dans ça, j'ai vu mon papa adorer des divinités. Il y a eu de la transmission. Donc, quel qu'en soit le niveau intellect aujourd'hui, je n'arrive pas et je ne peux pas m'en détacher. Parce que c'est inné. En soi, c'est inné. Et ce qui est inné, c'est pas... Bien sûr. Donc ça fait que forcément, quand vous voyez qu'on parle sur certaines... Il y a le Parisien qui avait fait une couverture sur le sujet OVNI, des auditions, tout ça. Enfin, ils en ont fait plusieurs, mais il y en a encore une récemment. Vous, quand vous voyez ce genre de couverture, vous réagissez d'abord en tant que natif du Bénin, avec votre grille culturelle. C'est ça, on se dit que c'est l'invisible. Et l'invisible, en fait, ce sont des personnes qui sont à la recherche de quelque chose. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi c'est chez moi qu'une porte se claque comme ça Mais un sceptique dirait que c'est le vent, non? Non, en fait, ça dépend de comment est-ce que la porte... non, mais là, je me fais l'avocat du diable. Ça dépend, en fait, de comment. C'est-à-dire... là, si la porte s'ouvre, là, comme ça, sans raison... Comme ça, sans raison, et je la referme. Vous feriez un lien avec votre culture, avec le vaudou et avec les ancêtres, avec ça, potentiellement. Oui, potentiellement. D'accord. Bon, encore une fois, je dis ça dépend de comment est-ce que la porte, elle s'ouvre. D'accord. C'est-à-dire, là, je suis là, et la porte, ce volet là, qui est bien fermé, hermétiquement s'ouvre, je referme naïvement, et il y a un claquement, un nouveau claquement, je regarde, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose non, il n'y a rien, tout est ok, et à nouveau, pendant que je m'asseye, en fait, j'entends la porte claquer encore de l'autre côté, bizarrement, et pendant peut-être que je cherche à savoir, il y a ma tasse de thé qui se déplace d'elle-même. Là, de suite, je prends mon téléphone et j'appelle justement ces prêtres-là qui sont des médiateurs entre le visible et l'invisible. Et qui sont joignables par téléphone. Voilà. Et ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce phénomène. Et plus tard, moi, j'ai compris justement, souvent acté, que ce genre de phénomène est assimilé aux questions des ovnis. Des ovnis, ou alors des fois aux questions aussi poltergeist, paranormal. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de passerelles qui peuvent donner le tournis aux gens qui tout à fait. découvrent ces sujets. Exactement. Mais donc, au quotidien, même en France, à Aix-en-Provence par exemple, où est-ce que vous avez gardé ça aussi dans votre rapport à la vie, aux difficultés de la vie, aux joies ou aux choses étranges? Est-ce que vous êtes francisé entre temps, j'allais dire zététicianisé? Est-ce que vous êtes sceptiquisé? Assimilé? Cartésianisé? Non, en fait, moi aujourd'hui j'ai une double posture. Donc il y a la posture du chercheur qui est très cartésien, qui désormais raisonne, donc n'est plus dans l'acceptation systémique, mais qui prend de la distance. Mais au même moment, il y a l'artiste. Non, il y a l'humain. Oui. Il y a l'humain qui a été bercé au biberon d'une culture qui connaît les réalités de cette culture et qui ne peut pas les nier.
Donc à partir de ce moment, la question c'est à quel moment s'arrête la limite du chercheur et à quel moment commence l'humain. Et c'est une confrontation quotidienne en fait, c'est une dualité quotidienne qui s'entremêle. Qui n'est pas facile. Au passage, on dira qu'il y a, de la même manière qu'il y a l'ethnomusicologie, puisque vous avez, c'est votre travail, de mélanger les musiques européennes, africaines. Vous avez écrit une thèse aussi, entre autres, où vous êtes entretenu avec ma collègue gabonaise, la chanteuse Titane Zebi. Qui est dans mon corpus de recherche. Exactement. Mais à côté de ça, vous avez tenu le choc, mais il y en a ce qu'on appelle l'ethnopsychiatrie, où effectivement, qui a connu une montée en flèche, notamment à la fin des années 80, où on s'est aperçu que beaucoup de gens, notamment des hommes, mais pas que, beaucoup de femmes aussi, à un moment donné, pétaient un câble quand ils étaient dans une confrontation permanente entre leur culture d'origine et la culture où ils arrivaient, et que les réponses qu'on pouvait leur donner quand ils avaient des dépressions et tout n'étaient pas forcément les mêmes que l'on donnait aux Français moyens, voilà, on va dire. Il y a même, les Antillais par exemple sont des Français, mais par exemple les Antillais qui arrivaient directement de Martinique ou de Guadeloupe, on sait que par exemple à la clinique Sainte-Anne, il y a eu un service pour les accueillir, et souvent ce sont ce qui est intéressant, c'est que ce sont souvent des gens qui ont des belles professions. C'est pas forcément des gens qui ont des professions du bas. Ça peut être des professeurs, ça peut être des instituteurs, des gens qui travaillent dans des banques, des cadres, et qui pètent un câble à un moment donné parce qu'ils n'arrivent plus à faire cette jonction entre l'humain et puis le cadre dans lequel vous évoluez et avec les valeurs ici. Alors peut-être que ce serait la même chose, je pense même que c'est la même chose pour des gens qui sont expatriés, qui se retrouveraient au Bénin et qui seraient fatigués de devoir assimiler toute la difficulté des réalités locales au Bénin. Je pense à un reportage sur YouTube qui montre des Antillais qui reviennent au Bénin, qui vont au Bénin. Et leur installation est très très compliquée, même mentalement. Eux, ils pensaient simplement arriver dans un pays avec des gens noirs, ils sont noirs, hop, c'est bon. Et puis ils s'aperçoivent que c'est pas ça. Donc la culture est importante et la digestion de la culture dans la psyche, l'âme, l'anima, est vraiment importante aussi. Complètement. Je suis complètement d'accord, d'autant plus que, en fait, il y a des influences. Et ces influences-là, quand on arrive, en fait, moi, quand je prends mon cas et que je me dis, le choc que j'ai eu quand je suis arrivé en France, il y a eu une chance, c'est que j'avais déjà d'autres prédispositions qui m'ont permis en fait d'accepter ce choc-là. Et cette prédisposition-là ne sont rien d'autre que tout ce que j'ai vécu en fait dans mon enfance, qui me fait dire, regarde d'où tu viens, regarde d'où tu es parti, donc en soi, tu as une chance. En fait, au quotidien, en fait, on se dit, on a une chance. À partir du moment où on est encore 4 pieds sur terre, il y a une chance, il y a une raison, il y a une possibilité, il y a de l'espoir en quelque sorte. Du coup, le choc est moins dramatique que celui qui, en France, a tout eu. Je dis tout parce que on ne s'imagine pas la vraie chance d'avoir effectivement ceci. L'eau qui sort du robinet. Et de repartir au Bénin, d'aller au Bénin, déjà, rien que ça. Et il y a la météo qui déjà te souhaite la bienvenue avec le temps. Et par la suite, le temps de t'installer, tu as une coupure d'électricité. Déjà ça, par exemple, il y a un choc, tu n'as jamais connu ça en fait, où tu n'es pas habitué à ça. Et quand on dit coupure d'électricité, écoute, ça peut durer 24 heures. Mais pour quelqu'un qui vient pour faire des affaires, parce qu'en général, les expatriés, c'est-à-dire les personnes qui rentrent dans ces pays africains-là, ils vont pour implanter une entreprise, faire des affaires, faire fonctionner quelque chose. Et là, ils se rendent compte que la réalité, elle est tout autre chose. Comparaison n'est pas raison. Je me dis, c'est comme nous autres Africains, quand on arrive et qu'on finit, par exemple, je prends mon cas, tu finis ton master, que tu dois faire un doctorat, que tu n'arrives pas à trouver une inscription, tu tombes sous le coup de la loi et d'un titre de séjour qui doit expirer dans 6 mois. Et là, tu ne comprends pas en fait comment, si toi on t'a jamais demandé un passeport, ça ne t'intéressait pas. Et là, on te dit en fait qu'il faut renouveler un titre de séjour dans 6 mois, sinon
tu n'existeras plus auprès de l'administration. Et là, il y a une incompréhension totale, le temps de comprendre en fait, c'est peut-être trop tard. Est-ce que ça crée un choc? Oui, évidemment. Est-ce que ce choc-là, on arrive, comment est-ce que chacun le gère? Ça, c'est encore une autre question. Et pour parler du vaudou, c'est vrai que moi qui suis né et qui ai vécu au Gabon jusqu'à l'âge de 18 ans, à part ma petite enfance au Canada, le Bénin avait la réputation d'être un pays de sorcellerie, de magie noire. C'était vraiment quelque chose de rédhibitoire. Ça l'est encore dans une même mesure, puisqu'il y a eu des tensions récemment entre le Gabon et le Bénin. Bon, heureusement, chaque gouvernement a su tempérer ça. Tout à fait. Mais il y a cette magie noire qui colle à la peau des Béninois. Mm. 1, est-ce que cette magie noire est une réalité? 2, est-ce qu'elle est exagérée? 3, est-ce que vous y avez été confronté? Et est-ce que ça fait partie du vaudou aussi, cette magie noire? Alors, la réponse sera sur 2 volets. Et je vais convoquer ou inviter un auteur, c'est Alessandro Brivio, qui dit, je résume sa pensée, le vaudou fait peur parce que nous ne le connaissons pas. Donc, déjà, le vaudou fait peur parce que nous ne le connaissons pas. Donc, il faut déjà y aller, savoir ce que c'est que le vaudou et maintenant se faire son idée. Ensuite, je vais convoquer le père Francis Opierre, l'un des pères de l'église catholique, des missionnaires pendant la période des sociétés des missions africaines, l'un des prêtres catholiques qui a beaucoup œuvré pour que le vaudou soit reconnu comme une entité, comme une religion, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a œuvré pour que le vaudou soit une religion. Et il a été beaucoup combattu, bien évidemment, par ses frères, parce qu'il appelait même à un clergé papal. Donc, il voulait qu'il y ait un pape vaudou. Et ça, c'est un prêtre, Francis Opierre, qui a fait des années au Bénin, parce qu'il était en mission, justement, dans le cadre de la SMA. Donc, à ce niveau, on a les poupées vaudou. Et aujourd'hui, on résume le vaudou aux poupées. Oui, avec les aiguilles. Les aiguilles, on se dit, et lui, en fait, dès que j'ai besoin de lui faire mal, et là, il aura mal là où je veux. Si c'est dans le poumon, il aura mal au poumon. Donc, le vaudou se résume à ça parce que justement, c'est Hollywood qui... Mais est-ce qu'il y a ça? Alors, est-ce qu'il y a ça? Oui, je répondrai honnêtement. Non, je répondrai honnêtement. Je vais pas faire la langue de bois, promis. Je pars d'abord sur le côté positif. Je montre d'abord le côté positif de la chose en convoquant justement les auteurs que je viens de convoquer pour vous dire oui, le vaudou c'est une religion avant tout. Et une religion, elle a des valeurs, elle a des principes, elle a des lois. Et il y a des choses à respecter, à faire et à ne pas faire. C'est comme les 10 commandements de Dieu, dans l'église catholique, comme les 10 commandements de Dieu. Dans le vaudou, il y a également des commandements. Donc il y a un principe spirituel bien connu et qui traverse le temps. Ne fie pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Déjà, donc c'est un principe de base de la spiritualité vaudou également. Maintenant que j'ai dit ça, pour revenir sur le deuxième volet de ma réponse, oui, il y a le côté maléfique de la chose. J'aime souvent dire, je prends ce stylo, là, quand je fais ça, normalement, c'est pour écrire. Normalement. Au même moment, je peux le prendre et poignarder quelqu'un avec, dans les yeux, percer les yeux de quelqu'un, et le poumon de quelqu'un, et lui faire mal. Et pourtant, la fonction première du stylo me permet d'écrire. Ça, c'est ce à quoi est servi. Le vaudou, je fais ce parallélisme pour montrer en fait justement que en soi, à la base, le vaudou était, puisque c'est une religion, cette religion permettait de gérer la société au temps de nos aïeux. Entre-temps, il y en a qui ont vu qui ont compris après certaines initiations, qui ont compris en fait qu'on peut utiliser pour arriver à certaines fins, notamment maléfiques.
et justement qui utilisent pour jeter des sorts sur les uns. Au Bénin, ça existe. Ça, il ne faut pas nier cette réalité-là. La nier, c'est entièrement faux. Sinon, je vous dirai pas pourquoi, en fait, quand je suis chez moi et qu'il y a un événement paranormal, de suite, je m'affole et j'appelle le village pour savoir, écoutez, qu'est-ce qui se passe, par exemple. Donc, c'est parce que j'ai conscience du fait que il y a quelqu'un de l'autre côté qui pourrait peut-être m'en vouloir. Et ça, malheureusement, ça peut être n'importe qui. Il y a beaucoup d'histoires justement de cette nature-là, de quelqu'un qui a vécu 10 ans en France, qui repart chez lui, qui voit les cousines, les neveux, nièces, qui donne 10 000, 15 000, 20 000, et qui finit par donner 30 000 à quelqu'un. Et la personne qui a reçu 10 000 se dira, mais pourquoi il m'a donné 10 000, il a donné 30 000 à l'autre? Et c'est suffisant pour être un élément malaisant. Juste ça, et pourtant il t'a donné 10 000. Donc il te dit, ah non, et là, il commence à lui en vouloir, à faire des choses justement pour retarder son avancement dans la société. Donc je dis oui, il ne faut pas nier cette réalité-là. Pareil, dans l'église catholique, c'est connu. Hein. Il y a des psaumes. Pour ceux qui ont une certaine dimension spirituelle, ils savent très bien que quand tu prends certains psaumes et que tu les récites en étant dans certaines prédispositions physiques, tu pourrais faire du mal à quelqu'un. Et ces psaumes-là sont connus. Les prédispositions spirituelles à prendre justement pour réciter ces psaumes-là également sont connues. Et pourtant, c'est biblique. Donc, Et même ici, est-ce que ça existe? Est-ce que cette magie noire est importée en France? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr qu'elle dans les diasporas béninoises. Bien sûr qu'elle est. Pas que, même pas que. Il y a des. Non, je sais si la magie noire en France existe. En Bretagne, dans le Berry, en Corse, mais là je parlais dans le cadre. Est-ce que cette magie noire spécifique du vaudou, est-ce qu'elle s'extrait jusqu'ici? Si. Elle s'extrait. Il faut pas le nier. Il y a des amis du Bénin aujourd'hui, des personnes qui vont au Bénin. Moi, par exemple, il y en a, quand ils savent que tu es béninois, on te dit, ah, en fait, j'ai un poste que je convoite, et nous sommes deux sur le poste. Est-ce que tu penses que avec le vaudou, je peux arriver en fait à cette fin-là d'avoir le poste, par exemple? Donc, on s'approche de toi juste parce qu'on sait que tu es béninois et on te pose cette problématique-là. Moi, je l'ai vécu. J'aime souvent prendre cet exemple-là actuellement. Bon. Je m'abstiens. Je voulais prendre un exemple, mais ça risque de beaucoup trop faire peur. Bon, donc je m'abstiens. On va pas faire peur pour revenir à justement la place du vaudou dans le monde et notamment dans tout ce qui se passe actuellement, parce qu'effectivement, on a eu l'occasion de le dire déjà dans d'autres émissions, mais on estime à peu près en France qu'il y a 30% de la population qui considère que les ovnis c'est sérieux, hein, voilà, et puis on a le reste qui n'a pas de considération pour ça ou s'en fout. Bon, et puis c'est leur droit. Ça pose un problème ensuite pour intégrer ça, mais parce qu'en parallèle, on a effectivement des groupes qui s'organisent au Japon, des coalitions de politiciens qui mettent ce sujet sur la table, alors qu'ils ont des avis opposés sur tout, mais ils s'entendent là-dessus. Aux États-Unis, on a les républicains et les démocrates qui s'entendent là-dessus. On a eu des auditions au Sénat brésilien, on a eu plusieurs choses au niveau de l'Union européenne. Il se passe des choses en Chine également. C'est devenu un sujet d'enjeu, de rivalité entre les grosses puissances. Comment vous expliquez en tant qu'intellectuel l'absence de répondants des élites, on va parler du Bénin, des élites béninoises sur ce sujet, puisqu'elles sont réactives par exemple quand il faut par exemple récupérer, et c'est politique aussi, récupérer le patrimoine culturel béninois, c'est politique. Tout à fait. Quand il s'agit par exemple de réaffirmer la primauté du port du Bénin malgré les tensions avec le Mali, c'est politique. Alors, on pourrait se dire pourquoi ils ne répondent pas sur cette question des ovnis, alors qu'on a des généraux qui en parlent, et même en France, on a un ancien conseiller ministériel de Bercy qui a mis le sujet sur la table cette année. Tout à fait. Pourquoi il y a un manque de répondants de la part de ces élites?
ça revient à ce que je disais tantôt sur le fait que le Béninois a connu autre chose. Et c'est difficile quand tu as connu quelque chose de t'en détacher, de vouloir assimiler autre chose. Je prends l'exemple des hommes politiques actuels. Je crois on a, je ne sais pas actuellement combien de ministres nous avons, mais je parie que si sur les 16 ou 32, je ne sais plus trop, ministres, députés que nous avons, si on leur tend le micro, on leur demande qu'est-ce qu'un ovni, qu'est-ce que ça vous inspire, je, je, je fais l'hypothèse que à peine 10 sur 32 diront ah oui, je sais ce que c'est. Non. Je parie que sur 32, à peine 10. Pourquoi? Parce que justement, il a connu d'autres réalités. Cette réalité-là, le vaudon lui parle. Oui. Il Vous nous donne les réponses. Des réponses, justement. Okay. Ce que lui il a connu, c'est le vaudon. Mais par exemple, on a des témoignages au Sénégal, au Mali, même on a le terme Wokoloni pour désigner les petits êtres qui rentrent dans les cases, dans les campagnes d'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'ils sont assimilés aussi au vaudou par chez vous? D'abord, est-ce qu'il y a des témoignages? Et ensuite, du coup, à quoi ils sont assimilés? Pareil, on a des observations de lumière qui ont des comportements intelligents au Burkina, au Togo. Ces mêmes lumières au Bénin, est-ce qu'elles sont observées? Et si oui, à quoi sont-elles reliées? Alors, par rapport aux êtres, par exemple, je prends l'exemple des êtres à dissocier des pygmées complètement. Sûr. Mais justement, le vaudon, il faut dire que c'est plus de 300 entités, divinités, mais qui sont catégorisées dans les quatre éléments. Donc, la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc, il y a les 4 éléments qui regroupent en fait ces 300 et quelques entités-là. Maintenant, quand je prends par exemple les êtres, je prends les jumeaux. Moi, je suis jumeau, je suis vénéré au Bénin. C'est-à-dire, il y a une entité, il y a la divinité des jumeaux. Pareil, justement, pour ces êtres de nature, je dirais pas... impalpable. Voilà. Ils ont en fait, ils sont catégorisés par une certaine entité, ils ont leur représentation. Donc, on n'arrive pas en fait à mettre un nom autre que le vaudon. Même dans le cas, admettons même ici il n'y a pas beaucoup de réactions, mais il y a cette idée par exemple que la Chine et les États-Unis ont récupéré du matériel venu on ne sait pas où et font de la rétro-ingénierie dessus. Ce langage-là, ce que je dis là, est-ce que ça parlerait à des gens à Cotonou ou pas du tout. Non, on appellera ça de la technologie, de l'évolution technologique, tout simplement. C'est une progression technologique. Le reste, il n'y a pas d'autre forme de... Il y a une ignorance. Est-ce que cette ignorance-là est voulue? Je ne sais pas le dire. Mais il y a une vraie ignorance de la question. Moi, avant de partir du Bénin, j'avais déjà un master, par exemple, avant de partir du Bénin. Donc, j'ai déjà fait des études avancées. Et pourtant, c'est ici, en France, que la question des ovnis m'a interpellé, par exemple. Donc, et dans mon milieu culturel, je pense que le milieu culturel est même l'un des milieux où cette question pourrait faire débat. Mais je n'ai jamais vu une pièce de théâtre, une représentation artistique sur cette question-là. Jamais. Par exemple, je n'ai jamais entendu parler d'une table ronde scientifique, d'un débat universitaire sur la question des ovnis. Jamais. Peut-être que je suis distancé de cela, par ma discipline, peut-être. Mais il faut dire que je suis beaucoup l'actualité béninoise pour être au fait si jamais il y en avait, si jamais cela se faisait. C'est très intéressant. On sent quand même en vous écoutant que vous êtes connecté, en tout cas, que vous avez votre spiritualité. C'est quelque chose qui... Alors, est-ce que vous qualifiez actuellement votre spiritualité de... Est-ce que vous l'assimilez à du syncrétisme ou est-ce qu'elle reste fondamentalement béninoise? Alors, aujourd'hui, je suis plutôt... C'est bien justement d'évoquer la spiritualité et non la religion. Parce que
C'est deux notions complètement, vous le savez, différentes. Moi, je suis né catholique, béninois, donc la religion vaudou étant diabolisée, j'ai vu mon papa pratiquer, mais maman est catholique, donc étant donné qu'on va à l'église tout le temps, ensuite j'ai basculé dans le parcours évangélique, donc j'ai été Assemblée de Dieu, l'église d'Assemblée de Dieu. Et plus tard, j'ai décidé de me connaître, c'est-à-dire de faire un cheminement personnel, d'apprendre à savoir qui je suis. Donc, je suis plutôt justement dans ce cheminement-là qui est beaucoup plus spirituel, qui se détache de tout ce que j'ai appris en étant enfant de cœur à l'église catholique, de tout ce que j'ai appris en étant évangéliste. Mais désormais, je suis plutôt à un chemin où je travaille sur moi-même. Et pour moi, c'est un travail spirituel qui nécessite une part de connaissance intérieure. Et à partir du moment où cette connaissance intérieure-là est assez maîtrisée, elle génère de la lumière et elle se rejaillit sur le monde autour de soi. Donc c'est une part d'ombre que je tente et que je ne sais pas si j'ai déjà réussi à tuer cette part d'ombre-là, justement pour que la lumière puisse suffisamment rejaillir. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs, on s'approche de la fin, hein. C'est un peu ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le dernier clip que vous avez proposé là, il y a pas longtemps, avec cette personne qui a des cornes de diable qui arrive, le paysage, on est plutôt dans la couleur, et puis après on sombre dans le noir et blanc, et en fait c'est un balancier entre l'ombre et la lumière. Mais ça, c'est quelque chose qui vous est personnel, c'est-à-dire ce qui est dans le clip, c'est vous. Tout à fait. Ce qui est dans le clip, ça ne pouvait pas être autre que moi. C'est celui qui regarde le clip peut me voir, peut lire mon âme, parce que justement, c'est une part de mon âme qui est dévoilée dans le clip Espoir. C'est une part de mon âme, c'est une part de ce que je suis. Je prône beaucoup le blanc et le noir. Je ne sais pas dire lequel est blanc, lequel est noir, entre les deux. Mais on dit le blanc et le noir. Mais justement, à nous de nous situer pour savoir que il y a l'obscurité et il y a la lumière. Et ces deux, en fait, constituent une dualité constante contre laquelle nous luttons. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'un des principes de base, en tout cas, qui, moi, me gouverne, c'est ne fie pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et au niveau, vous avez parlé tout à l'heure du festival de vaudou, donc il a toujours lieu là Oui, les Vaudou Days au Bénin, c'est désormais un événement central pour le gouvernement actuel, le gouvernement du président Patrice Talon. Donc même ce festival musical a une dimension politique. Oui, si. Le président Talon l'a voulu ainsi. D'accord. Il estime que c'est une régulation. D'accord. Donc il y a une mainmise du politique sur ce festival-là justement pour donner au vaudou son essence, justement qui est diabolisé. C'est-à-dire le président a estimé qu'il faut une certaine, non pas une médiatisation juste pour réhabiliter, pour redorer l'image du vaudou, mais une réhabilitation de ce qui devrait être, de ce que devrait être le vaudou. D'accord. On n'a pas parlé du vaudou haïtien parce que vous êtes béninois, et puis qu'il y a des variantes avec Haïti, et puis c'est pas l'objet. Encore que Haïti, c'est parti tous en ouverture. Bien sûr, donc, bien sûr. Il y a... ce festival de vaudou, donc c'est un mélange de célébration, de musique, c'est de concerts, de... Oui, jusque là, de ce qu'on observe, et moi je fais partie de ces personnes, je suis très critique à l'égard de ce qui se passe, donc et je pense que la critique permet justement d'améliorer. Donc je fais partie de ces personnes-là qui refusent la folklorisation, donc le fait de juste rendre folklore le vaudou, non, il faut rendre cela scientifique.
Donc, depuis l'avènement de Talent, les éditions antérieures sont restées assez folkloriques. Là, vu les critiques des éditions antérieures, ça prend une autre dimension. Ça prend une nouvelle dimension. Donc, il y a désormais l'aspect scientifique qui accompagne l'événement et c'est tant mieux. Vous y serez en janvier prochain? Si je suis invité. Bon. On rappelle que vous avez, on rappelle donc vos travaux donc en tant que docteur en musicologie à l'université d'Aix-en-Provence. On rappelle également donc cet album Espoir sorti en 2022 qu'on peut écouter sur les plateformes et dont il y a ce clip effectivement qui est très très fort en symboles. Hein. Il est très riche en symboles et je vous invite à le voir. Il sera dans le descriptif et en fin de la vidéo. Évidemment, vous pouvez toujours soutenir UAP Afrique sur Tipeee. On tient encore à remercier l'association Le Sceau de nous avoir accueillis ici. Et puis nous vous donnons rendez-vous très bientôt. J'espère être au Gabon, à Libreville, du 20 novembre au 6 décembre. Je remercie les associations qui me permettent d'effectuer ce voyage. Et vous pouvez également contribuer à ce voyage, puisque le but, c'est aussi d'aller à la rencontre au niveau local de personnes qui sont susceptibles d'apporter un autre éclairage sur la question UAP, OVNI si vous voulez. Et ça, c'est forcément très intéressant pour la connaissance, simplement, pour le savoir. Le savoir, c'est ce qui fait de nous des humains. Tout à fait. Voilà. Puisqu'on parle du savoir, pour finir, j'ai 2 articles au cas où, articles qui sont disponibles en archive ouverte sur HAL. Donc, il y a le premier, c'est la trance dans les musiques actuelles africaines. D'accord. Qui parle du vaudou. Très bien. Puisqu'on parle du vaudou. Et le second, c'est présence du vaudou dans la musique de Pepe Oleka. Merci. Pepe Oleka qui est une prêtresse Mami Wata. Bien sûr. Mami Wata aussi, ça, il y aurait beaucoup de choses. On fera une émission spéciale sur Mami Wata. Il y a d'ailleurs un article du Camerounais Daniel Mapan sur le Mami Wata sur upafrique.com. Pepe Oleka, effectivement, c'est une référence. Et puis la transe, c'est un accès à un état modifié de conscience. Donc ça, c'est des choses qui parlent beaucoup à tout un courant en Europe. Merci beaucoup. Merci et à très vite. À très vite. Merci.